rapidement sur la production primaire. Donc je reprends le schéma des années 2005-2006 où il y a d'importants travaux ont été faits sur les temps de berre, à la fois au niveau des mesures des bilans par les tributaires, on en a parlé tout à l'heure, également aux mesures de la production primaire. Et pour vous montrer ici l'évolution nitrate à port d'eau douce, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est tout à fait conforme, ça se suit. Et si on regarde en bas la chlorophylle, donc le proxy de la population en chlorophylle, en phytoplancton, on voit qu'il y a une évolution tout à fait inverse entre la teneur en nitrate et la teneur en chlorophylle. Donc d'un seul coup, on peut avoir un paramètre comme le nitrate qui va se dire que ce n'est pas eutrophe, et pourtant la chlorophylle va dire que lui, c'est eutrophe. Donc c'est totalement inversé, c'est normal, puisque les conditions hivernales où sont apportés les nitrates sont très peu favorables au développement phytoplanctonique, qui lui va utiliser ce substrat quand les conditions de température, de lumière, de stabilité de la colonne d'eau vont lui permettre de se développer. Donc maintenant, sur la courbe du bas, je compare de nouveau les nitrates, la chlorophylle, avec la production primaire. Donc là, on n'est plus dans un système où on mesure un stock, une quantité, mais un flux. La production primaire, c'est donc la quantité de carbone que la photosynthèse va pouvoir fixer dans les organismes primaires, phytoplancton, qui va donc servir de base à la chaîne trophique. C'est extrêmement important de connaître le taux de production primaire. C'est vraiment la base du système. Et là, curieusement, autant jusqu'à présent, je vous parlais de phosphore, je vous parlais d'azote, maintenant, on va parler de carbone. Car curieusement, les taux de productivité, la production d'un système, c'est de noter en termes de carbone et plutôt en termes d'azote et de phosphore. Donc là, les unités du terme de carbone, c'est des milligrammes de carbone fixés par jour, par mètre cube et par jour. Et c'est important de noter qu'en 2005 et 2006, ça suit vraiment les concentrations en chlorophylle. Donc c'est vraiment lié à la teneur en phytoplancton, c'est évident. Et il faut noter surtout l'importance des concentrations de chlorophylle et de production primaire en phase automnale, là où il y a plutôt de nitrates. Donc les nitrates sont peut-être les précurseurs de la production primaire, mais dans les temps de berre en tout cas, là où on a le plus de chlorophylle et là où la production primaire est la plus active, c'est là où les teneurs en instantané de nitrates sont les plus faibles. Ils sont même quasiment à zéro. Il faut noter aussi le taux important de production primaire en cours de l'année 2006, qui est une année assez caractéristique. Alors pour vous replacer un petit peu tout ça, il faut savoir qu'avant 2006, avant la mise en place du canal en 1966, les taux de production primaire étaient très peu étudiés, mais on allait jusqu'à 400 mg par mètre cube et par jour de carbone. Au démarrage de la centrale, c'était entre 6 et 1300, donc ça avait déjà augmenté. Et en 1978, la dernière mesure faite avant nos travaux, c'était autour de 1100 mg par mètre carré et par mètre cube et par jour. Et on voit qu'on est largement, malgré la mise en place du plan Barnier, toujours à ces concentrations-là, ces taux-là, puisqu'on est en septembre 2006 à 1500 mg de carbone par mètre cube et par jour fixés par le phytoplancton. Donc toujours des taux très élevés. On le voit ici. Là, ce sont les valeurs intégrées sur l'ensemble de l'étang, donc c'est la quantité de carbone fixée par mètre carré d'étang et par an. On regarde un petit peu sur le graphique du bas l'évolution depuis 1965 et on voit que les années 2005-2006 sont les plus productives. Malgré la mise en place du plan, malgré la diminution a priori des apports, c'est des taux extrêmement élevés et qui sont ici comparés avec un autre étang dont on a parlé tout à l'heure, les temps de taux. Et on voit qu'au moins pendant les années 2005 et 2006, les taux de production primaire étaient très élevés pour les temps de berre, mais largement aussi supérieurs à celui d'un autre étang méditerranéen équivalent qui était les temps de taux. Donc c'est juste cette coupe pour vous remontrer que justement l'année 2004, les années 2005 et 2006 étaient très particulières pour les apports en eau douce, donc a priori en apport en éléments étrophisants, puisque c'est les années historiques les plus faibles en apport annuel. Donc comment peut-on expliquer l'augmentation de la production primaire, ou du moins les taux élevés de production primaire malgré ces faibles taux? Déjà, c'est que l'eutrophisation, elle est basée sur la quantité nutritive des éléments nutritifs qui sont apportés, mais il faut également que les conditions environnementales, et c'est pour ça que je suis d'accord avec la remarque de tout à l'heure, c'est bien d'avoir des éléments eutrophisants suffisants pour développer les phytoplanctons, pour qu'ils se développent, mais il faut également que les conditions environnementales de température, de lumière, de stabilité de la colonne d'eau et de salinité conviennent aux populations. Et là, dans les années 2005-2006, les apports étaient faibles, mais ça a permis d'avoir une stabilité de la salinité, même une augmentation, une réduction de l'adduction des cellules, car les apports importants du canal, c'est vrai, ça mène des éléments nutritifs, mais ça dilue la masse d'eau, ça la dilue en termes de salinité, mais ça la dilue aussi en termes de population. Ça diminuer les apports augmente le temps de résidence, les populations restent dans la masse d'eau, elles ont le temps de se développer. Donc beaucoup d'éléments positifs à la diminution, bien sûr, des apports, essentiellement du canal de Hebb dans ce cadre-là, mais des apports généraux. Par contre, comment est-ce qu'on peut expliquer le maintien d'une production élevée s'il n'y a plus d'apport? Et j'en reviens à des discussions qui ont commencé tout à l'heure. C'est que si on regarde ce schéma-là qui montre en vert le besoin en ammonium par les cellules phytoplanctoniques pendant l'année 2005 et 2006, et ce qui est apporté par les tributaires, ce qui est le petit chiffre
en orange, on voit que c'est largement insuffisant. Donc les apports pour l'azote sous forme ammoniacale ne peuvent absolument pas soutenir la production primaire. Ce qui la soutient, c'est ce qui est indiqué en bleu, c'est toute la régénération d'ammonium donc au sein du système. C'est ce que je mets dans le schéma en dessous. Donc a priori, au terme, la production primaire soutenue par l'ammonium, elle peut être essentiellement soutenue par la régénération au sein de la colonne d'eau, même s'il n'y avait plus d'apport. Donc on peut maintenir une production élevée, le système va boucler, essentiellement boucler, à partir essentiellement de la régénération dans la colonne d'eau. Et pour l'instant, j'exclus en plus ce qui se passe dans les sédiments, sachant que dans les sédiments, il y a également une régénération importante. Mais là, déjà, la régénération de l'ammonium dans la colonne d'eau suffit à soutenir la production primaire. Si on regarde l'autre élément azoté important pour la production primaire, qui était le nitrate, là, on s'aperçoit en vert, ce sont les besoins en nitrate, c'est un chiffre en tonnes par an. Et là, par contre, les apports exogènes, les apports par tributaires, c'est le chiffre 712 qu'on a déjà entendu tout à l'heure, je crois, on voit qu'ils sont largement insuffisants pour soutenir cette demande en nitrate. La nitrification, donc, c'est-à-dire le processus biologique qui permet de recycler l'azote sous forme de nitrate, est également très faible dans la colonne d'eau. En effet, c'est un processus qui n'est pas actif dans des systèmes très soumis à l'éclairement, donc il va plutôt se faire au niveau du sédiment. Donc nos travaux qui ne comptent que de l'aspect colonne d'eau n'ont pas pris en compte cet aspect-là. Donc il y a certainement pour le cycle du nitrate, là, la prise en compte vraiment importante de ce qui se passe dans le sédiment. Mais on boucle également. Pour soutenir cette production primaire, il est important de comprendre qu'il y a deux systèmes de bouclage, un système de bouclage de l'azote recyclé dans la colonne d'eau et un système de bouclage important également avec le sédiment. Donc les conclusions de ce travail mené sur 2 années ont montré que les apports tributaires en instantané ne soutenaient moins que 15% de la production primaire et que plus de 80% étaient donc essentiellement basés sur la régénération qui est également peut-être facilitée par le fait que le système est stable, chaud, bien éclairé. C'est ce qui s'est passé en 2005-2006. On a vu que c'était des concentrations extrêmement élevées, donc il y a beaucoup de paramètres qui ont permis à ces facteurs de régénération d'activer la production primaire. Il faut savoir aussi que la régénération, normalement, n'est pas susceptible d'entraîner une eutrophisation, c'est-à-dire une dystrophie. Ça entraîne une forte productivité, mais ce n'est généralement pas l'origine du dystrophie, car s'il y a régénération, ça veut dire qu'il y a un bouclage parfait qui se fait. Comme je vous l'ai montré dans le schéma initial, une eutrophisation qui entraîne une dystrophie, c'est quand il y a une perte de la chaîne trophique, il y a une cassure de la chaîne trophique, et donc la régénération se fait très très mal. Et c'est totalement différent d'une production soutenue par la régénération qui, elle, ne risque pas d'entraîner des dystrophies. Donc maintenant, pour terminer, on en a parlé également tout à l'heure, c'est important de savoir si le fait d'avoir accumulé de la matière dans les temps depuis des années peut expliquer cette régénération. Est-ce que vraiment l'étang est un puits de matière? C'est-à-dire tout ce qu'on y apporte y reste et est continuellement recyclé. Donc c'est le travail qui a été fait sur les périodes 2005-2006 avec une étude très précise des apports par tributaires, des échanges au cal de 40, de la productivité. Et si voilà, je remets simplement les éléments sur lesquels il y avait des incertitudes à l'époque, c'était sur les apports atmosphériques, puisque les mesures sont faites à partir, enfin, les calculs ont été faits à partir de mesures qui ont été faites plutôt au large de la Méditerranée, donc pas dans la zone de Berre, certainement il y a des incertitudes très fortes ici. On n'a pas tenu compte pour les sorties, toutes les sorties des algues qui étaient ramassées, donc il y a une perte de matière, mais qui n'a pas été quantifiée. Et puis pour les apports, je pense que ça s'est amélioré depuis 2006 avec la prise en compte des apports diffus, du ruissellement et des steppes. Mais néanmoins, ce qui est important de noter, c'est que c'est les chiffres en rouge, c'est que pour l'azote et le phosphore, l'étang stocke en moyenne au moins plus de 50% de ce qui lui est apporté chaque année. 52% pour l'azote et 68% pour le phosphore. Et donc, ce sont ces stockages annuels répétés qui vont permettre, même si on stoppait les flèches oranges d'apport, qui vont permettre de maintenir à un taux élevé la production primaire et le niveau de chlorophylle et de productivité. Donc en conclusion, on peut dire que l'étang de Berre, c'est une lagune tout à fait classique qui subit les apports d'un bassin versant, plus les apports anthropiques non naturels d'un canal usinier, qui est caractérisé par un faible renouvellement et qui est donc un milieu très riche. De toute façon, une lagune, c'est forcément un milieu très riche puisque c'est un milieu qui a accumulé de la matière et qui, dans les conditions normales, correctes, on va dire donc naturelles, puisqu'on cherche, est tout à fait capable de le renouveler à un taux très élevé. Par contre, cette caractéristique de renouvellement peut devenir un point faible si justement, comme je l'ai mis dans le premier schéma, il y a un déséquilibre d'un seul coup entre les apports et ce facteur de régénération. Si d'un seul coup on augmente de manière très forte les apports sans que la chaîne de régénération puisse se mettre en place, là on a eutrophisation et dystrophie et anoxie. Donc en fait ce qu'on peut montrer, c'est que le suivi fait depuis 15 ans
en collaboration avec le JPREB, qu'une gestion comme équilibrée des apports, en diminution des apports de milieu, a permis quand même une modification, une petite restauration du système, notamment au niveau des populations phytoplanctoniques. Néanmoins, on s'aperçoit, comme en 2005 ou en 2006, qu'un phénomène particulier, un phénomène météorologique, un phénomène climatique ou peut-être local avec certains rejets, peut complètement modifier et ralentir ce processus de restauration, puisque l'étang de berre actuellement, c'est quelque chose qui a accumulé énormément de matière. Je vous remercie.